Bienvenue les geeks et bienvenue les geekettes dans ce joli 100% du lundi. Lundi, c'est quoi? C'est le lendemain du dimanche, le dimanche étant lui-même le lendemain du samedi. Boucle infinie qui se reproduit jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, nous verrons, alors on a les jeux téléchargeables, ce sera Bishi, on aura Oscillation et puis on aura ici le Hidden Palace. Et tout de suite, comme on est lundi que c'est un cycle, c'est les news. Prince of Persia revient. Si vous avez terminé le jeu pendant les fêtes, la conclusion de l'aventure vous a peut-être laissé sur votre faim. On n'en dira pas plus histoire de ne pas spoiler la planète entière, mais sachez que les développeurs vont probablement corriger le tir avec le prochain contenu téléchargeable. Annoncé pour le 26 février prochain sur Xbox 360 et PlayStation 3, ce DLC promet une nouvelle région, se présentant sous la forme d'un palais souterrain, et un nouveau pouvoir appelé Dynamiseur, qui permettra de rendre à des ruines leur aspect originel pendant quelques instants. Un pont détruit pourra ainsi être reconstruit et il faudra le traverser au plus vite avant qu'il ne disparaisse à nouveau. A priori, ce monde supplémentaire promettrait 3 heures de jeu, dynamisé par la présence de nouveaux pièges, d'ennemis plus nombreux et surtout d'une nouvelle attaque appelée Sprinting Clash. Cette attaque, que l'on peut déclencher en duel, se rapproche dans l'esprit d'une joute à pied, puisqu'elle verra le prince et son adversaire se charger comme des fous avant de croiser le fer. Enfin, de nouvelles tenues seront également téléchargeables, soit le prince et Elika dans leur version prototype. Malgré les ventes insuffisantes de Tomb Raider Underworld, Eidos continue de travailler sur son jeu. Du contenu additionnel sera ainsi bientôt proposé aux joueurs désirant prolonger l'aventure, mais uniquement sur Xbox 360. Le 10 février prochain, on pourra ainsi télécharger sur le live le premier des 2 packs intitulé Beneath the Ashes. Celui-ci contiendra une toute nouvelle aventure se déroulant sous les ruines du manoir familial. Lara y découvrira des grottes remplies de pièges et de dangereux scripts. Dans ce pack, 6 nouveaux costumes pour l'héroïne seront également inclus. Le second pack, baptisé Lara's Shadow, devrait quant à lui être disponible dès le 10 mars prochain. Aucun prix n'a été communiqué pour le moment, mais les 6 heures de jeu supplémentaires annoncées auront à n'en pas douter un certain coût. Cette semaine, sur le PSN, on trouve une nouvelle fois du contenu additionnel destiné à Little Big Planet. On a tout d'abord le droit à un costume de marmotte gratuit et un autre de Kratos qui coûtera lui 2 €. Depuis le 26 janvier, des costumes spéciaux pour fêter le Nouvel An chinois sont également téléchargeables, et ce pour une durée limitée de 10 jours. En plus de cela, un kit de niveau God of War est disponible pour environ 3 €. Electronic Arts propose un tout nouveau contenu téléchargeable pour le Seigneur des Anneaux l'Âge des Conquêtes, son hack and slash se déroulant dans les terres du milieu. Disponible gratuitement sur PSN et XBLA, cette arène des héros ajoutera un nouveau mode de jeu plus axé sur le duel. En effet, contrairement aux autres batailles massives du jeu, ici on aura droit à du versus en 1 contre 1 ou même 2 contre 2. Et l'alliance entre des émissaires du bien et du mal est également possible. La critique du jeu est quant à elle planifiée pour mercredi dans 101%. Voici la toute dernière vidéo de Final Fantasy XIII, une maigre consolation pour le public européen qui sait désormais que le jeu n'arrivera pas chez lui avant le mois d'avril 2010. Quoi qu'il en soit, ces images permettent de découvrir une partie de l'univers de ce nouveau FF et d'observer comment fonctionne le système de combat. 武士の使命っつうのはああしろこうしろって言葉ではっきり説明されるわけじゃねえんだ。使命が分からなければ果たしようもない。もう見たと思う。安心しろ。パルスに追放なんてさせない。俺らがどうにかするから。俺たちも手伝うぞ。そうだ、このまま黙ってられるか。分かった。戦えるやつは手を貸してくれ。パルスへ移住する皆さん、あなた方をパルスへ送らなければより多くの人々、つまり国土に暮らす何千万もの人々全てがパルスの脅威にさらされることになるのです。敵は国運政府、しかも恐怖の最高だ。何が恐怖よ。あたしらノラの敵じゃないよ。
セラだ。セラが助けてくれたんだ。ふざけるな。いいか、セラはお前のせいでルシの力だ。パルスに呪われたんだ。ルシにされたんだよ。Ah, et puis pour conclure ces news, vous avez peut-être vu les affiches du nouveau film de Sophie Marceau? Non? Le film s'appelle LOL. MDR. Alors, après ces bien belles news, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les jeux téléchargeables. Moi aussi, j'ai été tout étonné. Je pensais que les jeux téléchargeables, c'était le jeudi, mais non, maintenant, c'est le lundi. Ok. Et qu'est-ce qu'on va télécharger? On va télécharger Bishi Bashi Spécial. Bishi Bashi Spécial, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que Eh ben, Bishi Bashi Spécial, c'est une sorte de jeu avec des mini-jeux. Un petit jeu avec des mini-jeux, ça fait presque des micro-jeux. C'est très coloré, c'est mignon, un petit party game, bien sympathique a priori. C'est ce que me disait Rémi, qui lui y a joué, et il va nous en dire quelques mots. Merci Rémi. Et donc, Bishi Bashi Spécial. Bienvenue dans l'actualité des jeux téléchargeables que l'on retrouve désormais tous les lundis. Sans plus attendre, on commence avec les nouveautés Xbox Live. Sur XBLA, mis à part la sortie de Funtown Mahjong, les nouveautés se cantonnent surtout aux jeux de la communauté. Rien à voir avec les anneaux ou quoi que ce soit du genre. Les jeux de la communauté sont des productions indépendantes, la plupart du temps développées par des amateurs, et on y trouve pas mal de jeux souvent de qualité inégale. Mais parfois, on tombe sur des titres inattendus comme le Rumble Massage par exemple. Celui-ci, comme son nom l'indique, propose au joueur de se faire masser par sa propre manette. Oui, se faire masser par sa propre manette. Le logiciel gère plusieurs paramètres comme l'intensité et la fréquence de la vibration. Il ne reste plus qu'à se laisser aller. Stupide mais amusant. Lompos est sorti dernièrement sur la plateforme WiiWare et se présente sous la forme d'un puzzle game basé sur le principe du casse-tête chinois. C'est-à-dire que le joueur dispose d'un nombre de pièces données qu'il faut réussir à faire entrer dans un rectangle. Il faudra donc faire pivoter les pièces, les retourner, anticiper, pour toutes les imbriquer dans le rectangle. Un jeu qui, sous son air de ne pas y toucher, est une vraie torture mentale. Mario Golf, le grand classique de la Nintendo 64, est également disponible sur Wii via la console virtuelle. Ce sont les développeurs du très célèbre Everybody's Golf qui sont derrière ce jeu de golf axé arcade. On le retrouvera d'ailleurs dans la critique téléchargeable de la semaine prochaine. Sur le PlayStation Network, ce sont surtout des démos, du contenu téléchargeable ou encore des jeux 18+, qui sont disponibles. Une vidéo nous en dévoile plus sur Magic Ball, un futur titre exclusif au PSN. Magic Ball est un casse-briques nouvelle génération. En effet, au lieu de casser des briques pixelisées, ici on casse des décors en full 3D. Les environnements sont très variés et le joueur sera par exemple amené à parcourir le Moyen-Âge et ses châteaux forts en faisant un saut par la préhistoire. Plus de 40 mondes seraient au programme. Chacun de ces tableaux propose une gestion de la physique et de la gravité qui lui est propre. Magic Ball pourrait donc se présenter comme le digne successeur de Nervous Breakdown, qui avait déjà renouvelé le genre sur Nintendo DS. Everyday Shooter, sorti il y a presque un an sur le PSN, revient dans une version téléchargeable pour PSP. Le jeu reprend le principe de Every Extend Extra, le joueur pilotant un vaisseau kamikaze qu'il devra faire exploser près d'autres éléments afin qu'ils explosent à leur tour, le tout créant une réaction en chaîne. Chaque explosion produit également un son particulier, une façon de créer de la musique aléatoirement tout en s'amusant. Car sous son aspect de shoot 'em up, Everyday Shooter est bien un jeu musical. Attention. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On retrouve tout de suite la critique de Bishi Bashi Special, un classique PS1. Développé par Konami, Bishi Bashi est une licence populaire au Japon, mais qui n'a pas su séduire le grand public en France. Derrière ces deux mots se cache en fait un savoureux mélange entre les micro-jeux à la WarioWare et la convivialité d'un Mario Party. Le premier titre de la série est sorti en 96, un peu avant l'arrivée de l'ambassadeur du micro-game WarioWare sur Game Boy Advance. Il proposait déjà une succession de mini-jeux au gameplay très simple, alliant astuce, observation, dextérité et humour complètement décalé. En japonais, Bishi Bashi est une onomatopée se rapprochant du Bim Bam de chez nous. Cette série comprend au Japon 3 épisodes sur PlayStation et 7 en arcade, alors qu'en France, un seul titre est sorti sur la 32 bits de Sony. Appelé Bishi Bashi Spécial, il est arrivé en avril 2008 sur le PlayStation Network. Il s'agit en fait d'une compilation des 2 premiers volets sortis en arcade.
En arcade, Bishibashi proposait aux joueurs 3 boutons, un vert, un bleu et un rouge. Sur PlayStation, on peut se servir au choix de 3 flèches de la croix directionnelle ou de 3 des 4 boutons de la manette. Plusieurs types de mini-jeux sont proposés. Certains mettent en avant l'observation. Une image passe discrètement derrière un obstacle et il faut la reconnaître parmi 3 propositions. D'autres favorisent la dextérité. Il sera alors demandé aux joueurs d'appuyer sur les 3 touches suivant une séquence de couleurs à la manière d'un Super Simon visuel. On trouve également des jeux de rythme où il faut reproduire un tempo donné, ainsi que des séquences de pilotage de véhicules tels que des voitures, des tractopelles et même des souris mécaniques. Le véhicule avance tout seul et les boutons font alors office de direction. Konami se permet également quelques clins d'œil à ses précédentes productions, avec un mini-jeu parodiant Guitar Freaks, un autre se joint à la manière de Track and Field, le joueur courant en appuyant comme un petit fou sur les 2 boutons pour attraper un avion en papier à l'aide du 3e. Mais ce ne sont là que 2 exemples, les développeurs s'étant amusés à glisser de nombreux clins d'œil dans Bishibashi. Ce jeu doit d'ailleurs son titre à un mode de jeu, le Bash the Buttons, qui, comme son nom l'indique, consiste à violenter les boutons de la manette. Outre son gameplay ultra accessible, Bishibashi se différencie également par son ambiance farfelue, les épreuves proposées étant complètement absurdes. Il faut par exemple envoyer une canette de soda le plus loin possible en la secouant comme un fou, avant que celle-ci ne soit ouverte pour décoller à la manière d'une fusée de la NASA. Comme énoncé un peu avant, Bishibashi Special est composé de 2 titres, Super Bishibashi et Hyper Bishibashi. Ces 2 titres sont accessibles séparément dès l'écran titre et proposent exactement le même gameplay. Seuls les mini-jeux changent. Mais n'oublions pas l'une des qualités essentielles de cette série, sa convivialité. Bishibashi peut en effet se jouer jusqu'à 3, comme en arcade, l'écran de jeu étant parfois splitté, mais pas toujours. En solo comme en multijoueur, une partie se déroule à la manière d'un mini-tournoi. Le vainqueur d'une épreuve gagne une médaille d'or, le second l'argent, et ainsi de suite. À la fin du tournoi, on compare le nombre de médailles, et bien entendu, le vainqueur est celui qui en remporte le plus. Bishibashi est un jeu complètement barré, ce qui fait bien plaisir en ces temps moroses. Il incarne le plaisir de jeu immédiat, sans prise de tête. La prise en main est instantanée et du coup on se retrouve très vite pris dans l'enchaînement de mini-jeux plus débiles les uns que les autres. Les développeurs montrent ici le plaisir de jeu dans son plus simple appareil. 3 boutons, 2 bonnes idées, un max de fun. Et ils ont dû sacrément se casser la tête pour nous pondre des mini-jeux aussi étonnants. Il est vrai que tout seul on s'ennuie assez vite, mais à plusieurs la durée de vie de Bishibashi est quasi infinie. En plus, au prix où sont les jeux PlayStation sur le PSN, il serait vraiment dommage de s'en priver, car Bishibashi plaira à tout le monde grâce à son accessibilité et son humour typiquement japonais. Et maintenant, dans Oscillation, nous allons voir un jeu éducatif pas comme les autres. C'est l'opéra fatal. Tu vas à l'opéra, t'en reviens pas, parce que c'est l'opéra fatal. À l'opéra? À l'opéra? Allô? Allô? Opéra? Mais c'est fatal. Normalement, dans Oscillation, je vous parle de musique. Aujourd'hui, je voudrais exceptionnellement vous parler d'un jeu éducatif. Soit, le jeu tourne autour de la musique, mais il surpasse son but premier et peut se targuer d'être bien plus qu'un simple jeu d'apprentissage. Il s'agit d'un jeu allemand sorti pour PC et Mac en 2000, intitulé Opéra Fatal. Depuis sa sortie, le jeu a acquis le statut de grand classique dans son pays d'origine. L'histoire est simple. La partition du maestro a disparu dans des circonstances mystérieuses et la première de l'opéra est pour le lendemain. Le joueur incarne ainsi le chef d'orchestre qui doit sauver sa réputation et retrouver sa partition en une nuit à peine. Mais il a un ennemi. Quelqu'un joue un jeu mesquin, lui tend des pièges et le force à répondre à ses questions afin qu'il puisse rassembler des indices. Bien évidemment, tout dans le jeu tourne autour de la musique. Les premières questions portent sur les bases du solfège,
puis se complique avec chaque niveau, jusqu'au niveau 6, où il faut connaître, par exemple, le prénom de l'épouse de Robert Schumann, et ça, si on ne s'y connaît pas, ce n'est pas du tout évident. Pour aider le joueur dans sa quête, le jeu met à sa disposition une grande bibliothèque de savoir, aussi bien relatif à la théorie musicale qu'à l'histoire et aux instruments de musique. Un grand nombre d'exemples musicaux sont également disponibles. 4 grandes époques de l'histoire de la musique sont ainsi couvertes. L'époque baroque, classique, romantique, et l'impressionnisme. Der neue Klang dieser Zeit. Pour chaque époque sont traités les compositeurs les plus importants, ainsi que leurs plus grandes œuvres et leurs moyens musicaux. Neben seiner Kompositionstätigkeit trat Debussy auch als Dirigent und Pianist hervor. Seine Musik vereinigt alle Merkmale des Impressionismus. Ravel ist neben Debussy der bedeutendste französische Komponist seiner Zeit. Ne jugez pas le jeu d'après son apparence. Soit les graphismes sont quelque peu infantiles, mais le jeu n'en est pas moins tordu et compliqué. Il va falloir se munir de beaucoup de patience pour trouver les outils, les questions et les réponses pour pouvoir avancer. Rien n'est offert. Il faut tout fouiller et savoir ressortir ce que l'on trouve au bon endroit et au bon moment. Il faut dire aussi que les créateurs du jeu n'ont pas lésiné sur les moyens. Presque tout est cliquable et répond à une interaction. Tout en étant difficile, le jeu ne perd pas des yeux l'éducation musicale du joueur et lui permet d'acquérir de très bonnes bases en musique et en musicologie. De quoi, par exemple, savoir participer à une discussion sur les grandes œuvres de Debussy. Qui ne se souvient pas des deux jumeaux présentateurs ? Ils présentaient une émission sur la science-fiction. Ils étaient deux, ils étaient jumeaux et se ressemblaient étrangement. Karnoff et Chelnoff. Tout de suite, dans le Hidden Palace. Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Même si Data East est une société qui a produit un bon nombre de jeux durant les années 80, elle ne figure pourtant pas au panthéon des éditeurs mythiques. Dans l'esprit des joueurs, Data East n'est pas non plus identifiable par une mascotte comme Mario ou Sonic. Et pourtant, la société choisira deux personnages controversés. Le premier est Karnoff, un cracheur de feu russe, et le second est Chelnoff, un survivant de l'Holocauste nucléaire. Karnoff est un jeu de plateforme action sorti en 1987 dans les salles d'arcade. L'histoire se déroule dans le village de Créamina dans lequel était caché le trésor de Babylone. Un magicien et ses immondes créatures volent le trésor et s'en prennent aux villageois qui n'ont plus qu'une solution, faire appel à Karnoff. Son nom complet est Jinborov Karnovsky. Il devra utiliser sa force surhumaine et les talents de cracheur de feu qu'il avait autrefois acquis en travaillant dans un cirque. Le jeu a connu de nombreux portages, dont le plus célèbre est celui sur NES. Malgré les nombreuses différences au niveau du gameplay entre la version NES et Famicom, le scénario reste identique. Et pourtant, le dernier boss n'est plus le même. Ce n'est plus le magicien, mais un dragon à 3 têtes qui s'appelle Ryu. Étrangement, Data East va se servir de Karnoff comme mascotte, alors que n'importe quel autre éditeur aurait choisi un personnage plus sympathique et plus avenant.
C'est pour cela que le cracheur de feu va se retrouver dans bon nombre de productions de l'éditeur dans des situations aussi diverses que variées. Dans Sly Spy Secret Agent, un jeu d'action ressemblant fortement aux aventures de James Bond, si l'on est attentif, on peut apercevoir Karnov sur une affiche publicitaire dans le 4e niveau. Dans Street Hoop, une simulation de streetball, Karnov fait de la figuration et supporte les équipes dans le fond. Dans Galliolet Suden, c'est l'un des premiers ennemis que rencontre le joueur, et il n'y a aucune difficulté pour le détruire. Dans le mémorable trio The Punch sur arcade, il s'agit encore une fois d'un ennemi de base. Mais autant dire tout de suite que c'est un peu la foire au Karnov ici. Ces déclinaisons sont toutes plus débiles les unes que les autres. Il figure aussi dans la liste des ennemis de Tumble Pop. On le retrouve également dans le dernier monde de John McReturns, mais ça, on l'avait déjà vu dans un précédent Hidden Palace. Il arrive aussi que Karnov soit le boss d'un jeu. Dans Badius vs Dragon Ninja, il est le garde-barrière du premier niveau. Il apparaît plus tard avec d'autres couleurs dans le jeu. On le retrouve de façon assez étonnante dans Fighter's History, un jeu de combat dans lequel il incarne le boss de fin. La suite de ce jeu portera d'ailleurs son nom, puisqu'elle s'intitule Karnov's Revenge en arcade et Fighter's History Dynamite sur console. Mais Karnov a aussi inspiré d'autres éditeurs. Ainsi, dans Big Karnak, un beat'em all se déroulant dans l'Égypte des pharaons, le deuxième boss semble être une version bleutée de Karnov, comme s'il s'agissait d'un bon gros rip sprite. Abordons à présent le second personnage en off de cette émission, Chelnov, le coureur atomique. Sorti en 1988 dans les salles d'arcade, Chelnov est un jeu de plateforme action flirtant avec le shoot'em up. La maniabilité est étonnante puisque le héros court inlassablement avec un scrolling horizontal constant. Et il faut appuyer sur un bouton pour changer la direction du tir. Le personnage meurt au moindre contact avec un ennemi, un obstacle, une balle perdue, etc. Cette jouabilité demande au joueur une vigilance et une connaissance du terrain hors du commun. Heureusement, Chelnov peut profiter de ses incroyables capacités de saut, de certains power-ups et armes comme les anneaux de feu, les boomerangs. Dans la version arcade, l'histoire raconte qu'un mineur ayant survécu à l'explosion d'une centrale nucléaire développe des super-pouvoirs. Une organisation maléfique, Destaria, veut mettre à sa botte Chelnov et ses pouvoirs. Mais c'est sans compter sur ses capacités de coureur atomique. Et c'est là que va commencer la polémique au Japon. En effet, le scénario et le nom du jeu rappellent étrangement les tristes événements qui ont lieu à Tchernobyl 2 ans auparavant. La presse accuse donc Data East de prendre un peu à la légère un événement si dramatique. Si en France on ne comprend pas très bien le rapport qu'il peut y avoir entre Chelnov et Tchernobyl, quand on lit ces deux mots en japonais, c'est beaucoup plus probant. On obtient Cherunobu pour Chelnov et Cherunobili pour Tchernobyl. Le titre du jeu semble donc bien être un diminutif du nom de la centrale. Suite à ces attaques, un représentant de Data East a été invité sur un plateau de télévision pour se défendre. Il prétexta alors un vague lien de parenté entre Karnov et Chelnov, profitant de la consonance des deux noms. Une fois le scandale passé, un autre employé de Data East expliqua que le jeu était en développement depuis un bon moment déjà et devait même porter un autre nom. Il avoua alors que Chelnov était une référence à l'accident. C'est sans doute pour cela que le scénario de la version Mega Drive diffère légèrement, et que pour sa sortie occidentale, le jeu changera de nom, ce sera Atomic Runner. La Terre est menacée par une force extraterrestre qui a déjà enlevé des millions d'habitants. Chelnov et sa famille se cachent dans leur laboratoire secret. Mais celui-ci ne mettra pas longtemps à être découvert par les aliens, qui saccagent tout et enlèvent Shelmy, la jeune sœur de Chelnov. C'est en rendant son dernier souffle que son père lui dévoile les secrets de l'uniforme atomique. Il a été conçu d'après des plans et parchemins trouvés dans une pyramide égyptienne. Les aliens étaient déjà venus sur Terre et avaient offert ces uniformes aux pharaons qui en tiraient des pouvoirs surhumains. Personne ne sait pourquoi les aliens quittèrent la Terre, mais ils sont de retour avec la ferme intention de l'envahir. Chelnov, affublé de son uniforme rouge et blanc, devient le coureur atomique.
comme maintenant Chelnov a un lien de parenté avec Karnov, il faut bien se douter que lui aussi aura droit à un bon nombre de clins d'œil. La musique du niveau 7 sur Mega Drive est visiblement un hommage vibrant à la chanson I Got You Eating Out of My Hand du groupe Hit Bites. Il s'agit de la même mélodie à la note près. Dans Sly Spy Secret Agent, il y a également une affiche de notre ami Chelnov. On peut remarquer Chelnov sur un pochoir d'un des wagons du niveau du train dans Bad Dude vs Dragon Ninja. Dans Joe & Mac, un beat'em all préhistorique, Chelnov est un item bonus. Il est aussi dans Tumble Pop en tant qu'ennemi de base qui apparaît dans les niveaux spatiaux. Comme son ancêtre, il fait une apparition dans le très farfelu Trio The Punch où il tiendra le rôle de méchant. Si Karnov était le dernier boss de la version arcade de Fighters History, Chelnov lui sera le dernier boss de la version console qui se nomme Fighters History Mizoguchi Kiki Ipatsu sur Super Nintendo. Il utilisera la plupart des armes de son jeu d'origine et il ne démérite pas son statut de boss ultime. Data East a fait le choix pour le moins étonnant d'être représenté par des mascottes qui ne sont ni gentilles ni mignonnes, mais au contraire méchantes et cyniques. Et pourtant, nous risquons de ne plus jamais le revoir. La société ayant fait faillite, la lignée des Nov s'est éteinte à tout jamais. Do widzenia. C'est déjà la fin de ce 100% plein d'idées, plein d'imagination, plein de bons mots, plein d'approximations aussi. Alors je vous dis à demain avec Davy et puis à après-demain avec moi, à moins que ce soit encore une approximation. Mais dans tous les cas, je vous fais des bisous, des gros bisous. Et ils ne sont pas approximatifs. Non, parce qu'après je rate les joues et puis je fais des bisous sur la bouche s'ils sont approximatifs et puis qu'est-ce que je me prends ?